Donc le diabète, c'est une maladie en fait qui touche plusieurs organes, mais principalement, initialement tout au moins, le pancréas. Donc le pancréas, c'est cet organe qui est localisé ici, qui est en arrière de l'estomac et qui est connecté à l'intestin et plus particulièrement au duodénum. Donc le pancréas contient plusieurs types cellulaires. Il est fait approximativement de 95% de cellules acinaires qui sécrètent des enzymes digestives, qui vont être collectées et transportées par un second type cellulaire que sont les cellules canalaires qui, comme leur nom l'indique, forment des canaux. Et donc, ces enzymes digestives, au final, sont collectées vers un canal pancréatique principal et ensuite sont déversées dans le duodénum où elles contribuent à la digestion. Donc aujourd'hui, je vais plus particulièrement me focaliser sur le troisième type cellulaire du pancréas, à savoir les îlots de Langerhans. C'est juste quelques pourcents de l'organe, mais ces quelques pourcents jouent un rôle vraiment prépondérant. Donc les îlots de Langerhans, en fait, sont distribués dans tout le pancréas. Ce sont donc des cellules endocrines. Et ces îlots contiennent plusieurs types cellulaires. Donc aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur les deux principaux, à savoir les cellules bêta, qui sécrètent l'hormone insuline, et les cellules alpha, qui sont représentées ici en vert, qui sécrètent du glucagon. Il existe d'autres types cellulaires, mais je ne vais pas, du fait de contraintes de temps, m'étendre là-dessus. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces deux hormones jouent vraiment un rôle prépondérant pour maintenir ce que l'on appelle l'homéostasie glucidique, à savoir la balance de la glycémie. L'insuline prévenant une hyperglycémie, et donc elle agit en étant sécrétée suite à un apport sucré, donc l'insuline sécrétée va parler à des tissus cibles qui, eux, vont stocker le sucre, métaboliser et par là même donc rabaisser le sucre à un niveau acceptable. Une autre hormone qui est un petit peu moins connue, donc par son action, c'est le glucagon, et le glucagon, lui, joue un petit peu le rôle opposé en cas d'hypoglycémie, lorsque vous êtes affamé, va-t-on dire. Vous pouvez être en état d'hypoglycémie, donc le glucagon est sécrété et a plus ou moins le rôle inverse, à savoir d'induire la libération de stocks de glucose, voire la production de glucose à partir de sources alternatives. Et donc, comme je vous le disais, ces deux hormones vraiment jouent un rôle clé pour maintenir l'homéostasie glucidique. Et le diabète, en fait, c'est un petit peu la perturbation de cette balance. Donc, comme vous le savez très probablement tous, il existe deux types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, sur lequel je vais un petit peu moins me focaliser du fait de contraintes de temps, lui se caractérise en fait par un phénomène de résistance à l'action de l'insuline. Donc comme je vous l'ai dit, en cas d'augmentation de la glycémie, l'insuline est sécrétée par des tissus cibles, que sont le foie, le muscle et le tissu adipeux, et ceux-ci vont stocker, métaboliser le glucose sanguin et par là même induire une diminution de la glycémie. Dans le contexte du diabète de type 2, et vraiment pour faire très simple, on a un phénomène de surdité. Donc, c'est-à-dire que l'action de l'insuline n'est pas transmise au tissu cible, donc ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, qui a plusieurs causes. Et donc, cette action n'étant pas transmise, ce message n'étant pas transmis, la diminution de la glycémie qui normalement doit d'être détectée après une sécrétion d'insuline ne se produit pas, et il en résulte donc une hyperglycémie chronique. Juste pour parler très brièvement des traitements, les traitements essaient en fait un petit peu de restaurer le message, soit en augmentant la sécrétion d'insuline, soit en diminuant ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ça marche relativement bien, mais il faut savoir que le diabète de type 2, une des causes principales, c'est la sédentarité, c'est aussi, par exemple pour le terme, la malbouffe. Et une personne qui est diagnostiquée de diabète de type 2, si elle fait du sport et arrive à maintenir une hygiène de vie correcte, peut voir ses symptômes revenir à un niveau tout à fait normal. Donc au laboratoire, nous nous focalisons plus particulièrement sur le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est pour faire simple, le corps fait une erreur et cette erreur va conduire en fait à la destruction sélective des cellules bêta. Qui dit perte des cellules bêta dit perte de la sécrétion d'insuline, et qui dit perte de la sécrétion d'insuline dit en fait perte de la force qui normalement ramène la glycémie à la normale en cas d'hyperglycémie. Et il en résulte donc une hyperglycémie chronique. Donc, quelques mots sur la maladie en soi. Donc, comme je vous le dis, elle est causée par une perte sélective des cellules bêta qui produisent l'insuline. Et sans traitement, le diabète de type 1 peut avoir des conséquences relativement graves, à savoir des risques de dommages vasculaires, des risques de cécité, des risques d'amputation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'excès de glucose dans le sang va induire en fait un changement de la viscosité sanguine, et là où il y a des tout petits vaisseaux, tels que dans les yeux, le rein et d'autres organes, le sang ne passe plus, et donc on a des risques de dommages vasculaires qui peuvent conduire à la cécité, l'amputation, ce qu'on appelle le syndrome du pied bleu, etc. Donc le diabète de type 1, c'est approximativement 10% de tous les diabètes, mais c'est quand même 35 millions de personnes dans le monde, c'est 250 000 personnes en France, c'est la population de la ville de Bordeaux, ce qui n'est pas rien comme vous pouvez l'imaginer.
Fort heureusement, il existe des traitements, et le traitement classique que tout le monde connaît, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on voit les choses, ce sont les injections d'insuline. Ça date de 1922, ça a été établi par Banting à Toronto, et depuis 1922, on n'a pas fait beaucoup mieux, mis à part le clonage de l'insuline. Mais en fait, cette approche sauve des vies. Le problème, c'est que le diabète de type 1, c'est une maladie malheureusement qui survient à un âge relativement jeune, ce qu'on appelle une maladie de l'enfance. Et donc, on va vivre avec le diabète pendant des dizaines d'années. Et les injections d'insuline ne parviennent pas à mimer vraiment le rôle du pancréas qui détecte en permanence le taux de glucose, sécrète de l'insuline en permanence. Donc, ce ne sont pas quelques injections par jour qui vont vraiment permettre de mimer le pancréas dans sa globalité. Donc, on a malheureusement au cours du temps l'apparition des complications que j'ai mentionnées précédemment, qui sont causées par des variations de la glycémie, qui sont dues à des différences dans l'alimentation, l'âge, l'activité sportive, le stress, etc. Une autre approche concernant le diabète de type 1 et son traitement, c'est la transplantation de cellules bêta. L'idée est relativement simple, les cellules bêta sont tuées, on les remplace par transplantation. Les problèmes que l'on a ici sont en fait deux types de problèmes. Le premier, c'est le manque de donneurs. Donc ça, c'est vrai pour tout type de transplantation. Mais imaginez que dans le cadre du contexte du diabète de type 1, il faut entre 2 et 4 donneurs pour soigner une seule personne diabétique. Parce qu'on perd énormément de cellules au cours des protocoles d'isolation. Donc vous avez tous vu les films où l'on a besoin d'un cœur ou d'un rein. Et là, vous multipliez tous les problèmes que vous avez pu voir au cours de ces films par 2, voire 4. Et donc là, ça rend les choses relativement compliquées. En outre, qui dit transplantation dit immunosuppression à vie. Et une immunosuppression à vie, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille à un diabétique de type 1 avec des infections secondaires massives. Donc, on utilise vraiment la transplantation que dans les cas extrêmes où il y a déjà une transplantation qui est programmée. Par exemple, les reins ont des soucis, il faut les transplanter. Donc là, on transplantera des reins avec des îlots d'encarence. Il faut savoir que malgré le meilleur des thérapies, à l'heure actuelle, les patients atteints de diabète de type 1 et aussi de type 2, et ceci de façon mondiale, ont une espérance de vie qui est globalement réduite. Et une qualité de vie qui est altérée, puisque les gens se piquent le doigt, s'injectent, portent des patchs, etc. Voilà pourquoi il y a de nombreuses recherches qui visent en fait à trouver des traitements alternatifs aux traitements actuels. Donc, qui dit perte d'un type cellulaire dit en général pour le remplacement cellules souches, et c'est effectivement une des approches qui est relativement suivie dans le domaine, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les cellules bêta manquantes chez les diabétiques par des cellules souches différenciées? Donc les cellules souches, pour faire très simple, vous savez tout ce que c'est, sont des cellules qui sont capables, qui proviennent en fait qui sont vues très tôt dans l'embryogenèse et qui ont le potentiel de devenir n'importe quel type cellulaire du corps. Et donc, l'idée qui est développée dans notre domaine, mais aussi dans d'autres domaines, c'est d'essayer de comprendre comment une cellule souche est programmée pour devenir une cellule bêta. Quel est en fait le cocktail, quelle est en fait la recette qui va permettre la programmation d'une cellule souche en une cellule bêta. L'idée étant que si on parvenait à connaître ce tel cocktail, cette telle recette, on pourrait la copier-coller in vitro, puisqu'on est à l'heure actuelle capable de travailler et d'isoler, même de fabriquer à partir des cellules de peau des cellules souches. Et donc, l'idée serait en fait de programmer ces cellules souches en copiant ce que fait la nature in vitro, et donc de fabriquer ces cellules. Donc c'est un effort de très longue haleine, et l'un des plus beaux résultats qui a été obtenu date de 2008, où c'est vraiment pour la première fois qu'en suivant le développement embryonnaire et en essayant de le mimer dans une plaque de Petri, on a été capable de démontrer qu'on pouvait programmer des cellules souches en les faisant passer par toutes les étapes du développement embryonnaire en cellules qui fabriquent de l'insuline. Mais comme vous le voyez ici, 7%, c'était en 2008, 7%, c'est un taux relativement faible. Et en plus, ces cellules n'étaient pas totalement fonctionnelles. J'ai un collègue qui, pour vérifier la fonctionnalité de ces cellules, avait fait le calcul. Il aurait fallu en fait transplanter 9 kg de telles cellules pour pouvoir soigner un diabète. Donc 9 kg, c'est un beau bébé. Mais bon, les progrès ont persévéré, enfin les gens ont persévéré, et au final, en 2016, on a obtenu de très beaux résultats avec des publications du laboratoire de Doug Melton à Harvard et de Tim Kiefer au Canada, qui ont permis en fait de mettre en place vraiment des protocoles fonctionnels où l'on obtient déjà un fort rendement de cellules bêta à partir de cellules souches, et celles-ci étant plus ou moins fonctionnelles. Malgré tout, et quand on discute avec eux, je les connais bien tous les deux, ils sont très honnêtes et ils nous disent qu'on a malgré tout besoin d'analyser le devenir fonctionnel de ces cellules. Parce qu'en fait, quand on génère des cellules in vitro, le test relativement classique est de transplanter ces cellules chez la souris et de vérifier la fonctionnalité de ces cellules sur le long terme. Une souris, ça vit 2 ans. Qu'en est-il après 20 ans? Qu'en est-il après 30 ans? Ça, on ne sait pas et ça reste à étudier.
En plus, il faudrait sans doute très probablement co-transplanter les cellules que l'on a générées, les cellules bêta que l'on a générées in vitro avec d'autres cellules. Il est démontré qu'elles fonctionnent beaucoup mieux et ça, il faut parvenir aussi à les générer. Et enfin, il y a toujours un risque de tératocarcinome quand on travaille avec des cellules souches, qui sont des cellules qui prolifèrent. Il faut arriver à programmer 100 cellules souches en 100 cellules bêta, pas à 99%, ou les 1% qui restent sont des cellules qui prolifèrent. Et ça reste encore difficile. Donc dans notre laboratoire, on s'est un petit peu aussi focalisé sur ces approches et on avait utilisé initialement une approche relativement similaire où l'on essayait d'étudier le programme de différenciation endocrine. En d'autres termes, nous essayions à l'époque de comprendre comment une cellule souche qui serait tout là-haut peut être programmée pour devenir une cellule bêta. Et on s'est focalisé plus particulièrement sur les gènes, en particulier les facteurs de transcription. Donc juste pour vous donner une vue très simplifiée du processus qui peut s'appliquer à d'autres organes, il est démontré par exemple qu'au cours du développement, dès lors qu'une cellule exprime un gène qui s'appelle PDX1, elle deviendra une cellule pancréatique. Si on génère des animaux sous des souris mutantes pour ce gène, on se retrouve avec des animaux qui n'ont pas de pancréas. Donc on peut vraiment conclure que ce gène joue un rôle prépondérant pour le développement du pancréas. De la même façon, il a été démontré qu'un autre gène qui s'appelle neurogénine 3 va, lui, plus ou moins spécifier encore plus les cellules vers un destin endocrine. Ce qui signifie que ces cellules qui avaient le potentiel de devenir toutes les cellules du pancréas, des cellules acinaires, des cellules canalaires et des cellules endocrines, maintenant, lorsqu'elles arrivent ici, n'ont plus que le potentiel de devenir des cellules bêta, delta, alpha ou pp. Et au laboratoire, on a pu démontrer, il y a de ça maintenant quelques années, que ces cellules, une fois qu'elles activent le programme endocrine, elles arrivent à un carrefour que j'appellerais un carrefour des destinées, où elles ont le choix de devenir soit des cellules bêta ou delta d'un côté, ou d'un autre côté, de devenir des cellules alpha. Et on a pu démontrer que tout cela était contrôlé par deux gènes ou deux facteurs de transcription additionnels qui s'appellent PAX4 et ARX. Comment est-ce qu'on a démontré ça? Par l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés, des animaux perte de fonction, où l'on enlève ces gènes et l'on regarde en fait, pour faire simple, ce qui se passe. Et effectivement, si l'on génère des souris où l'on enlève exclusivement le gène PAX4, on se retrouve avec des animaux qui ont des îlots de Langerhans littéralement remplis de cellules alpha, mais qui n'ont plus aucune cellule bêta ni cellule delta. Ce qui démontre le rôle prépondérant de ce gène PAX4 que l'on a enlevé pour le destin bêta et delta. On a bien entendu fait des expériences inverses en générant des animaux perte de fonction pour le gène ARX et on a noté le phénotype opposé, à savoir le développement exclusif de cellules bêta et delta, et ceci au détriment de cellules alpha. Comme ils disent en anglais, to cut a very long story short, nous faire d'une longue histoire une histoire relativement plus courte, on s'est alors demandé que se passerait-il si on forçait ce petit gène PAX4 qui fabrique les cellules bêta au cours du développement, que se passerait-il si on le forçait dans des cellules alpha, tout d'abord d'embryons et ensuite adultes? Et on a obtenu plus ou moins les mêmes résultats, donc je vais vous présenter tout ça sous la forme d'un petit graphique, où l'on a en fait généré des souris mutantes, où l'on force l'expression de ce petit gène PAX4 qui normalement n'a rien à voir dans les cellules alpha. Donc on le force dans les cellules alpha et on suit le devenir de ces cellules alpha au cours du temps. Et ce faisant, on a pu ainsi démontrer que les cellules alpha, juste quand on force ce petit gène PAX4, in vivo, peuvent être littéralement converties en cellules qui présentent toutes les caractéristiques de cellules bêta. Ce qui est intéressant, c'est que le corps va alors détecter que les cellules alpha manquent, il va les refabriquer. Mais nos modèles sont ainsi faits que dès lors qu'une cellule exprime du glucagon, le petit gène PAX4 est exprimé de façon ectopique, et ces cellules sont à nouveau converties en cellules bêta qui fabriquent de l'insuline. D'autres cellules alpha essaient de compenser pour la perte de ces cellules vers une conversion, mais n'y parviennent pas puisqu'elles sont à nouveau converties. Au final, on se retrouve avec une augmentation massive du nombre de cellules bêta qui fabriquent de l'insuline. Tout ça, encore une fois, in vivo. Et pour tester vraiment la fonctionnalité de ces cellules, on a utilisé ce qu'on appelle le test ultime dans notre domaine. C'est en fait le traitement avec de la streptozotocine. Si on prend une souris de laboratoire et qu'on la traite avec ce composé au nom barbare streptozotocine, ce qu'on induit en fait, c'est l'ablation des cellules bêta. Donc on mime les conséquences d'un diabète de type 1 où les cellules bêta sont tuées. Et en général, quand on fait ça à une souris, la souris va développer une hyperglycémie et éventuellement décéder. Lorsqu'on a fait exactement les mêmes expériences dans des animaux où on force juste notre petit gène PAX4 dans les cellules alpha, ce qu'on a pu noter, c'est que ces animaux ne meurent pas. Mais en fait, quand on regarde un peu plus en détail, on voit que leurs cellules alpha sont converties en cellules bêta, les cellules alpha sont générées, converties à nouveau, et au final, on reconstitue la totalité de la masse des cellules bêta, ces animaux ayant une espérance de vie tout à fait normale et une glycémie qui est tout à fait normalisée aussi, et ceci pour le long terme. Et on a même poussé un petit peu plus nos expériences en se demandant si on ne pouvait pas en fait utiliser ces souris survivantes d'un premier cycle de diabète chimique et les
traiter à nouveau avec notre composé et voir si on pouvait en fait régénérer la masse des cellules bêta. Et la réponse est oui. On peut régénérer plusieurs fois la masse des cellules bêta à partir des cellules alpha comme proxy. On est maintenant à 4 cycles d'ablation totale des cellules bêta et de régénération totale des cellules bêta. On s'est arrêté à 4 cycles pour des raisons éthiques. Donc si je résume ce que je viens de vous dire, c'est que si vous êtes une souris génétiquement modifiée, on peut soigner votre diabète sans aucun souci. Si vous êtes un humain non génétiquement modifié et non atteint d'un diabète chimique, nous ne pourrons pas vous aider pour le moment. Donc l'idée qu'on a eue ensuite, c'est comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça chez l'homme. Et pour répondre à cette question, c'est demander en fait si on ne pouvait pas induire chimiquement la conversion des cellules alpha vers une cellule bêta, ce qui est en fait le phénomène ou l'initiateur de nos processus de néogénèse. Donc pour ça, on s'est associé avec de très nombreux laboratoires, c'est un effort international où on a criblé en fait des millions, voire des milliards de petites molécules. On a fait ça avec le Broad Institute à Harvard et des compagnies pharmaceutiques. C'était vraiment des systèmes impressionnants. On a testé des millions de molécules pour voir laquelle pouvait convertir une cellule alpha en une cellule bêta. Mais on a aussi initié d'autres cribles. On a criblé avec des approches micropuces, micro-RNA, des composés approuvés par la FDA, donc des médicaments. Donc c'est vraiment un très gros effort et un travail de longue haleine. Et après plusieurs années, on a finalement identifié le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique. Donc la plupart d'entre vous connaissent ce composé, c'est un neuromédiateur, mais il est aussi produit par les cellules bêta, et il joue un rôle dans la sécrétion de glucagon dans le pancréas. Mais il n'avait jamais été démontré que le GABA pouvait jouer un rôle dans la néogénèse des cellules bêta pancréatiques. Donc pour tester ça, on l'a testé, on a fait énormément de choses, mais on l'a testé tout d'abord in vivo, en utilisant une concentration relativement faible de GABA. Et ce qu'on a pu noter, c'est que la formulation est d'importance. Donc là, maintenant, il a une très bonne formulation. Donc on a testé le GABA sur une souris de laboratoire classique et on l'a injecté de façon quotidienne pendant 2 mois. Et voici les résultats obtenus. Donc là, c'est une souris contrôle. On voit l'insuline qui est en rouge et le glucagon qui est en vert, une vue relativement classique. Par contre, lorsqu'on traite avec du GABA, on voit une augmentation massive de la taille des îlots d'Enguerrand. Cette augmentation étant due à une augmentation du nombre de cellules qui fabriquent de l'insuline. On a même poussé et on a traité des animaux pendant 8 mois avec notre GABA. Donc là, ce que vous voyez, c'est une vue relativement globale du pancréas. Là, c'est la situation contrôle où on devine quelques îlots d'Enguerrand, donc une vue relativement classique. Et après avoir traité pendant 8 mois avec du GABA, voilà ce qu'on a pu obtenir. On a noté une augmentation vraiment massive du nombre d'îlots d'Enguerrand, de la taille des îlots d'Enguerrand, et l'ensemble étant causé par une augmentation des cellules qui produisent de l'insuline. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc encore une fois, là, si je compare tout ça, 3-4 îlots, là, on en a une vingtaine, et vous voyez que la taille est relativement augmentée. Je résume très brièvement ce qu'on a pu obtenir, mais on a testé énormément de choses pour démontrer en fait que ces cellules qui produisent de l'insuline, donc ces cellules nouvellement générées, étaient en fait de vraies cellules bêta, et la réponse est oui, après énormément d'expériences pour le démontrer. Donc si je résume en fait l'ensemble des résultats que l'on a pu obtenir, je vais passer cette slide, sous la forme d'un film, où l'estomac est en vert, le pancréas est en blanc, donc les cellules acinaires sont en blanc, les cellules casénaires sont en violet, et vous allez voir l'îlot d'Enguerrand au fond, et merci au fils de Minou Rasoul-Zaïgan pour ce film. Donc les cellules bêta sont en vert, les cellules alpha sont en rouge. En fait, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'un traitement avec du GABA induit en fait la fixation du GABA sur les cellules alpha. Il y a un récepteur qui s'appelle le récepteur GABA-A sur les cellules alpha, et induit en fait la reprogrammation cellulaire de ces cellules en cellules qui fabriquent de l'insuline. Et ce qu'on a pu aussi démontrer, c'est qu'en fait, il y a un système d'urgence qui est envoyé qui appelle pour de nouvelles cellules alpha. Et le système d'urgence en fait mobilise des précurseurs au niveau des canaux pancréatiques et on réactive des processus développementaux pour fabriquer des cellules alpha. Mais en présence de GABA, on convertit à nouveau ces cellules en cellules qui fabriquent de l'insuline. Ce qui signifie donc que notre appel d'urgence continue à être envoyé pour générer de nouvelles cellules alpha, mais à nouveau, le GABA étant présent, ces cellules sont à nouveau converties en cellules qui fabriquent de l'insuline. Et ainsi donc, on explique très facilement l'augmentation massive de la taille des îlots d'Enguerrand par ces processus de néogénèse qui réactivent des processus développementaux. Et comme je vous l'ai mentionné précédemment, pour vraiment tester la fonctionnalité de ces cellules, on a utilisé encore une fois notre test ultime. Donc pour faire simple, comme je vous l'ai dit, on traite des souris avec de la streptozotocine, donc ce composé qui induit en fait la destruction des cellules bêta, et si on suit la glycémie au cours du temps, les souris deviennent hyperglycémiques et éventuellement meurent. Quand on fait la même expérience sur un deuxième groupe de souris de laboratoire classique, et qu'on attend qu'elles deviennent diabétiques avec une glycémie à 300 mg par décilitre, et qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on les traite de façon quotidienne avec du GABA, ce qu'on voit, c'est que ces souris
au lieu de mourir suite à un pic de glycémie, voient leur glycémie se stabiliser, et ceci de façon relativement continue, puisque des souris qui ont été soumises à une telle destruction sont toujours en vie après quelques années. Et quand on regarde un petit peu plus ce qui se passe au niveau du pancréas, donc là on est 5 jours après l'ablation, les cellules rouges qui sont normalement ici sont absentes. 10 jours après ablation totale des cellules bêta et quelques jours après avoir traité avec du GABA, on commence à avoir quelques cellules rouges. 25 jours, on a une augmentation massive du nombre de cellules rouges, et entre 65 et 90 jours après ablation totale, on a reconstitué la taille, les îlots d'Langerhans et la masse de cellules qui expriment de l'insuline. Donc, si je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit, si vous êtes un humain non génétiquement modifié, nous ne pouvons pas vous aider. Bon, maintenant, on a un composé d'intérêt, mais est-il vraiment fonctionnel chez l'homme? Pour le tester, c'est relativement compliqué si on veut modéliser tout ça, puisqu'en fait, l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut modéliser un ménage à trois où il y a des cellules canalaires qui deviennent des cellules alpha, qui deviennent ensuite des cellules bêta. Donc ça, c'était très compliqué. Donc, on s'est posé en fait la seconde meilleure question. Est-ce qu'en fait, le GABA ne pourrait pas convertir des cellules alpha humaines en cellules bêta? Et pour répondre à ces questions, on a utilisé des îlots humains que l'on a transplantés dans des souris immunodéficientes et que l'on a traités pendant 1 mois avec du GABA. Donc là, c'est la situation contrôle où on voit des îlots humains. Donc en vert sont les cellules qui produisent du glucagon et en rouge les cellules qui produisent de l'insuline. Une vue relativement classique. Et quand on a regardé après avoir traité pendant 1 mois, on voit clairement que les cellules rouges ont été augmentées, donc les cellules qui produisent de l'insuline, et ceci au détriment des cellules qui produisent du glucagon. Et on a quantifié tout ça, effectivement, on voit en fait une diminution du nombre de cellules alpha et de façon concomitante une augmentation du nombre de cellules bêta. Donc là, en fait, on en est vraiment arrivé à la limite du modèle animal, puisque là, c'est une suggestion d'une conversion cellule alpha humaine en cellule bêta. Voilà pourquoi, donc, maintenant, on a initié un essai thérapeutique pour tester le GABA. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le GABA, c'est en fait une molécule qui est considérée comme un complément alimentaire, que l'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie, qui a été utilisée depuis des années par des gens comme anxiolytiques, ce qui est une belle bêtise, puisqu'on démontre qu'il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, mais ça, c'est une autre histoire. C'est aussi utilisé par les bodybuilders, qui en prennent jusqu'à 18 grammes par jour, ce qui est vraiment énorme en termes de dose, mais en fait, ça démontre que ce n'est pas vraiment toxique. Donc voilà, là, on en est vraiment arrivé à l'essai thérapeutique. Donc si je résume tout ça, en fait, on a maintenant un composé d'intérêt. Je n'ai plus de temps, je vais être très rapidement pour le résumer. Je veux quand même passer un petit peu de temps pour remercier vraiment les gens qui ont fait ce travail. C'est un travail qui a nécessité énormément d'implication de la part de l'ensemble de ces personnes. Je veux aussi remercier nos collaborateurs, sans qui cela n'aurait pas été possible, nos sponsors, et finalement, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. Merci Patrick.